Midday greetings from Douala, Cameroon's economic capital city. Ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television on our midday edition of the bilingual newscast. The first part is in the French language with Nadine Yambo, bon après-midi. Merci, Fomi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Un soupçon d'arnaque entoure le Common Entrance dans la ville de Douala. Des parents d'élèves crient au scandale et dénoncent une tentative d'arnaque des chefs d'établissement scolaire qui font un deuxième examen aux candidats, se jouant ainsi des textes en vigueur au Cameroun. Le reportage de Seving Ding, Danny Warren Zede. C'est une horde de parents en colère qui a pris d'assaut le lycée technique d'Aqua. La cause de leur mécontentement, une note qui ne porte aucun estampille, encore moins de signature officielle, mais qui pourtant figure bel et bien sur le portail du dit lycée technique. Selon la compréhension de ses parents en colère, cette note porterait organisation d'une deuxième session écrite du Common Entrance, l'examen d'entrée en 6e dans le sous-système anglophone. On sait que nos enfants doivent faire l'interview, pas composer un nouvel examen. Mais ce qui se passe ici, c'est un deuxième Common Entrance. Nous ne savons pas ce qui se passe. Pourtant, la phase écrite du dit examen s'était tenue quelques semaines plus tôt, à l'échelle nationale. Et seule la phase d'interview était censée se tenir le 2 juin. Pour en avoir le cœur net, nous avons saisi l'un des candidats à la sortie des salles d'examen pour tenter de savoir ce qui leur a été demandé au cours de ce soi-disant examen. Des épreuves typiques du Common Entrance. Plus de doute, un deuxième examen a bel et bien été organisé au sein du lycée technique d'Aqua. Mais par qui? La réponse viendra de l'un des parents en colère. Ma fille a choisi de faire l'interview au lycée bilingue de Deido. Mais j'ai vu son nom au lycée technique d'Aqua. Je ne sais pas pourquoi. Pour savoir ce qu'il en est, nous prenons la direction de la délégation du ministère de l'Éducation de base pour le littoral. Une fois sur place, le délégué régional crie au scandale et nous sert une note signée conjointement de son ministère et du ministère des enseignements secondaires qui spécifie clairement que les oraux du Common Entrance doivent se dérouler au sein de l'établissement choisi par le candidat et qu'aucune deuxième session écrite du Common Entrance n'a été organisée par le ministère de l'Éducation de base. Pourquoi le lycée bilingue de Deido a-t-il organisé une session parallèle de cet examen, en outrepassant l'autorité ministérielle? Et pourquoi cet examen ne s'est-il pas déroulé au sein de ces locaux, pourtant à même d'accueillir l'ensemble des candidats? Les réponses à nos questions, nous allons les chercher auprès du proviseur du lycée bilingue de Deido. Une fois sur place, le proviseur répond aux abonnés absents. Et malgré nos multiples tentatives pour entrer en contact avec cette dernière, nous nous heurtons à un silence de mort. Oui, allô, bonjour madame le proviseur. Allô. Allô. Pendant ce temps, la colère des parents continue de gronder et ces derniers crient à la tentative d'arnaque et voient une volonté manifeste de l'administration du lycée bilingue de Deido de monnayer l'entrée de leur progéniture au cycle secondaire. Ils sont maintenant avec de l'argent pour chercher de quoi manger. En route, il est seul un enfant. On parle politique à présent. Des femmes leaders montent au créneau sur le toit du monde pour lancer un cri d'alarme sur la situation politique et sécuritaire au Cameroun. Selon ces femmes, le pays est au bord de l'implosion. Elles déclarent que 10 000 personnes sont mortes dans les conflits liés à Boko Haram et la crise anglophone. Au regard de la multiplication des foyers d'insécurité, l'aggravation de la crise humanitaire et la recrudescence des violations des droits de l'homme, ces femmes camerounaises exhortent le Conseil de sécurité des Nations Unies à inscrire à l'ordre du jour l'examen de la situation du Cameroun. Elles plaident afin que l'ONU exerce une pression sur le gouvernement camerounais pour la libération
libération de tous les prisonniers politiques arrêtés arbitrairement dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, la crise anglophone et les mobilisations politiques. Elle demande également à l'ONU d'amener le gouvernement camerounais à initier un processus de dialogue et de résolution des conflits qui permettra ainsi aux groupes armés de déposer les armes, de favoriser la réconciliation et la pacification du territoire. Et parmi ces vingtaines de femmes auteurs de ce plaidoyer figurent Maître Alice Com, Henriette Ekwe, Patricia Thomas Nondamjoya, Rebecca Enechon, Maximilienne Gombe, Edith Kawala. Je vous propose donc d'écouter à présent cette réaction d'Edith Kawala au micro d'Equinox Télévision. Le point de presse a permis à Maître Alice Com et moi-même de porter la voix de 20 femmes leaders du secteur politique, de la société civile, du secteur privé, qui écrivent à l'ONU d'une part et le Fonds monétaire international de l'autre part. À l'ONU, nous demandons des interventions immédiates et simples pour éviter des crises, l'aggravation de la crise au Cameroun et dans l'ensemble de la sous-région. Nous demandons que l'ONU nous mette à son agenda. Ça fait 5 ans que le pays est en conflit. Nous n'avons pas, le cas du Cameroun n'a pas encore été discuté à l'agenda officiellement du Conseil de sécurité. Nous demandons à être mis à l'agenda du Conseil de sécurité. Nous demandons que le Conseil de sécurité communique officiellement, publiquement au gouvernement du Cameroun les recommandations pour réduire les tensions dans le pays, c'est-à-dire libérer les prisonniers non violents qui ont été arrêtés dans le cadre des crises Boko Haram, crise anglophone, crise politique. Il faut libérer ces personnes et faire baisser les tensions dans le pays. Il faut mettre en place à court terme des moyens pour négocier le cessez-le-feu avec les groupes armés sur le terrain pour que les populations cessent de souffrir. L'ONU, s'il vous plaît, l'ONU doit prendre ces mesures maintenant. Nous l'avons dit dans la lettre, nous ne souhaitons pas que le Cameroun fasse l'objet d'une mission de maintien de la paix. On ne veut pas être dans ce registre-là. Nous ne voulons pas accueillir des casques bleus. Nous ne voulons pas les voir sur le territoire camerounais. Il ne faut pas alors continuer à ignorer notre situation pour que la situation s'aggrave et demain on commence à nous dire qu'on nous envoie les forces de maintien de l'ordre de l'ONU. Voilà notre message à l'ONU. L'actualité sportive à présent, l'Égypte est-elle meilleure nation de football par hasard avec 7 Coupes d'Afrique des Nations remportées et un record d'interclub de la CAF? La réponse à cette question se trouve dans l'appropriation, l'organisation et le développement que le pays des pharaons a fait du football depuis les années 1910. C'est notre chemin sur la CAN 2022. Voici le reportage de Jean-Paul Chuniat. Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Dans la première décennie de l'année 1900, le football entame sa mue en Égypte, comme dans la plupart des pays du Maghreb. Sous administration britannique, les colons créent des clubs de foot et les étendent aux universités, dans l'objectif de distraire et détourner des milliers de jeunes Égyptiens de leur fort engagement dans les activités politiques. Ainsi est créé par exemple pour les besoins de la cause le club des hautes études du Caire le 8 décembre 1905 avec l'appui de quelques membres égyptiens.
l'équipe prend une envergure nationale. Mais 2 ans plus tard, plus précisément le 24 avril 1907, le mythique Nadi Al-Ali voit le jour et adopte ses emblèmes, notamment les couleurs de son drapeau. Le rouge, couleur du drapeau égyptien à l'époque du Khedive Abbas Elmi II, et le blanc, pour rappeler le croissant lunaire et les étoiles. Et en 1924, le club est exclusivement réservé aux Égyptiens, sous la protection du roi Fouad. Et c'est ainsi qu'Al-Ali s'ouvre jusqu'aux couches sociales les plus défavorisées. S'ensuit alors la montée en puissance du nationalisme égyptien au sein de Al-Ali, ce qui inquiète les colons. Ainsi, les Britanniques lancent Al-Ittihad Al-Riyadi Al-Muqtalit, c'est-à-dire l'Union sportive mixte, devenant plus tard le Nadi et Zamalek, grand rival de Al-Ali. Et en un temps record, Al-Ali devient le club le plus populaire d'Égypte. Il remporte en 1917 la première Coupe du Sultan, ouverte à tous les clubs civils et militaires. En 1921, Fouad Abada, le secrétaire général de Al-Ali et 4 autres clubs, crée l'Union égyptienne de football et s'affilie à la FIFA. C'est le départ de la grande aventure de l'équipe nationale d'Égypte. Et 3 ans plus tard, les Pharaons participent à leurs premiers Jeux olympiques de 1924 à Paris. Première nation africaine présente à un grand rendez-vous international. Entrée tambour battant dans la compétition, les Égyptiens tombent en quart de finale, concédant une cuisante défaite de 0 but contre 5 devant la Suède au stade Pershing de Paris. Sur cette contre-performance, les commentaires de la presse européenne sont empreints de dédain et de racisme. À la fougue des Africains, les Suédois ont opposé un jeu calme et raisonné, ce qui affirme indiscutablement leur supériorité. Mentionné en 1925, le rapport du comité olympique français en ses pages 332 et 334. Et aux Jeux olympiques de 1928 à Amsterdam aux Pays-Bas, l'Égypte fait bonne figure, mais échoue en demi-finale face à l'Argentine. International progress had been made on the back of independence. Egypt enjoying great success at the 1928 Olympic Games, where they beat Turkey 7-1 before losing out to Argentina in the semi-finals. Gagnant en expérience internationale, les Pharaons d'Égypte participent 10 ans plus tard à leur première Coupe du Monde de football, la 2e édition de 1934 en Italie. Nul besoin d'exagérer en affirmant que la suprématie égyptienne sur la Coupe d'Afrique des Nations en dit long, avec notamment le plus grand nombre de titres continentaux remportés. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. À présent, un public reportage avant la deuxième partie de ce journal. Saham Assurance devient Salam. L'assureur sud-africain a donc repris son homologue camerounais et rentre sur un marché où le potentiel est conséquent. Sur cette base, il fera donc valoir son savoir-faire de plus d'un siècle qui a fait de lui le leader de l'assurance en Afrique. Reportage. La compagnie d'assurance Saham devient Sanlam. L'annonce de cette mutation de la dénomination de Saham vient d'être faite à Yaoundé et à Douala au cours de 2 conférences de presse. L'intérêt du groupe Sanlam s'est porté sur le groupe Saham, d'abord pour la compétence et la qualité de ses ressources humaines, dans un premier temps, et dans un second temps également pour son implantation. Le nouveau propriétaire de ce qui était le groupe Saham hier, c'est le groupe Sanlam. Il y a forcément une identité visuelle qui doit changer. Le changement aussi, c'est pour s'arrimer à un assureur, à un groupe panafricain de renommée mondiale, et à un puissant groupe qui apporte des nouvelles façons de faire. Déjà présente sur le marché des assurances, notamment en Afrique du Sud, en Afrique de l'Ouest, du Nord et en Afrique orientale, ce qui en fait le leader des assurances
sur le continent africain, Sanlam apporte à Saham son expertise en l'absorbant. Le rapprochement des deux groupes donne une visibilité du groupe Sanlam sur l'intégralité du continent, à la fois du Maroc jusqu'en Afrique du Sud, mais du Sénégal jusqu'en Tanzanie. Le groupe Sanlam apporte son expertise, une expérience depuis plus de 100 ans, une force financière et puis une implantation géographique et un capital humain. De fait, l'intérêt de Sanlam pour le marché de l'assurance au Cameroun se fonde sur un réel potentiel à exploiter. Bien qu'un net recul du marché de l'assurance ait été observé au Cameroun suite aux conséquences de la Covid-19, Sanlam entend tirer son épingle du jeu. Saham est présent Saham Non-Life est présent depuis 1985. Et avant, c'était un groupe qui s'appelait Oceana, avant de devenir Colina, puis Saham, puis Sanlam aujourd'hui. C'est une présence sur le territoire camerounais depuis plus de 35 ans. Le groupe Sanlam a été créé en 1918. Son siège social se trouve en Afrique du Sud. Son champ d'activité couvre les assurances, les investissements et la santé. Des services assurés par 15 000 employés disséminés à travers le monde. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Formi Antoine Sanda. Thank you, Nadine Yambo. Thank you, ladies and gentlemen, for joining us in the second segment of information. Some 20 Cameroonian female political, social, and civil society actors have written to the United Nations Security Council and the International Monetary Fund, asking them to intervene in the security crisis rocking Cameroon, notably in the northwest and southwest regions of Cameroon, rocked by the armed conflict called the Anglophone crisis and the COVID-19 scandal in the country. In the open letter, the female leaders say as conflict rages on in Cameroon, in the Anglophone regions and in the Fano region of the country is also rocked by a major scandal or alleged mismanagement and embezzlement of COVID-19 funds taken from the International Monetary Fund. They were urging the United Nations Security Council to take key measures to end the crisis. And to the International Monetary Fund, the IMF, the female leaders in Cameroon are demanding that the institution should not give more money to Cameroon until her authorities explain the management of the billions of francs CFA earlier received from the International Monetary Fund for the fight against COVID-19. Cameroon is currently negotiating a new extended credit facility with the International Monetary Fund and will submit its request to the institution's executive board this month of June 2021. In the following extracts, you shall listen to Edith Kawala, who is a member of Stand Up for Cameroon, one of the female leaders who took part in the event in Douala yesterday. She is at the same time national president of the Cameroon People's Party, CPP political party, and a member of Stand Up for Cameroon. There is one thing which is clear from the audit report. Money has been stolen. The judicial process, which is to establish who stole it, when, and how. But money has been stolen from the Cameroonian people. Cameroonians died because there was no oxygen, because there was no personal protective equipment, because tests were not available. Cameroonians died. And therefore, the International Monetary Fund, from which this money was taken as a loan, which has to be repaid, cannot give a new loan to Cameroon when we have not established who stole that money, why procedures were not respected, financial management procedures were not respected, and how they will be respected in the future, so that loans taken in the name of Cameroonians are actually used for the well-being of Cameroonians. The 3 days session, that is the session for the voting and adoption of the budget
for the Southwest Regional Assembly will be ending today. The budget was, however, voted already at close to 3 billion francs CFA. Speaking to our correspondent in Buea in the Southwest region of Cameroon yesterday, Chief Atem Ebako, member of the Southwest Regional Assembly and who doubles as the president of the House of Chiefs for the region, said deliberations are moving on the right track. He is noted to be one of the leaders who took the courage to cry out that after the putting in place of the institution, they were not active on the field. A declaration that saw wide range of support from the people of the Southwest region. Chief Atem Ebako was speaking to Derek Jato in the following extract. The Mungo Division in the Littoral region is currently accommodating thousands of displaced persons who ran away from the conflict northwest and southwest regions. Though there is relative calm in the area, the displaced parents are finding it difficult to make ends meet. Look at the conditions under which the parents are living here. They are deplorable. They call for a lot of pity. For you to displace yourself from where you have maybe your home, from where you were not buying water, from where you were not buying firewood, to come to a place where you have to buy everything. It's impossible to survive. Here, most of the parents are just trying to survive, not to live. They are merely surviving. Given the unstable financial situation of the IDPs, many of them are unable to complete their children's school fees, causing several teachers to end the academic year with months of salary arrears. At the level of the school, it has not been so easy because we still have quite a number of displaced parents who are still unable to pay fees, and we could not keep sending their children away. We had to keep them in school from start to finish. As we are closing today, we understand with them and we are going to give their report cards. Heads of institutions accommodating a good number of the displaced children are urging the state to support them. We are one of those schools that host the highest number of displaced children. It was necessary that the government should intervene by giving us subventions, which we are due. We are due those subventions, and I think the government should do everything possible to come to our support. The displaced persons wish that the ongoing war in the northwest and southwest regions finally ends so they can return to their respective areas. That was rather Immaculate Fogo reporting on the disturbing situation of internally displaced learners of the Anglophone crisis resident in the Mungo division of the Littoral region. And now we come back to what we announced later. The president of the Southwest House of Chiefs, Chief Atem Ebako, spoke to Derek Jato on how deliberations were unfolding in the context of the budgetary session of the Southwest Regional Assembly. He says all was moving on the right track. He is noted to be one of the members who has been outspoken with regards to the delay in implementing the takeoff of the institution. Take a listen to him in the following extract. We have deliberations, first of the budget, and then the deliberations on the standing orders. The documents for the deliberations on the budget have been completed. So that one is now a forgotten document on our table. It's going to the right quarters, back to the divisional representatives, the House of Divisional Representatives. We shall be concluding with the standing orders, and the three would be the culminating point for this session, consecrated mainly for budget examination and standing orders of the Regional Assembly, of the House of Chiefs, of the House of Divisional Representatives. Now, and the same exercise in the northwest region of Cameroon saw the voting of over 3 billion francs CFA as its budget
That is the budget for the institution for 2021, but it, however, came after disputed deliberations. Members of the institution, some say their rights were, that is, the laws on decentralization were violated, some with regards to the documents indicating the draft budget on the time to be given to members of the institution, and also with regards to convening the session. Some of the councillors were speaking as captured by Mbustela in the following extract. Twist and bend the law, but it is not allowed to break the law. My duty is to advise this House that at all material moments we should adhere to the laws of the land. It is a sacrosanct fundamental principle of budgeting that those who have to vote, those who have the duty, the responsibility to vote the budget, they should be given ample time to study the budget, so that by that act of voting the budget, they are committing themselves, they are putting their life on the line, so that tomorrow they will be heard and identified with the process. So this budget has violated, has denied this. And on to something else, some 3 individuals suspected of being involved in faking banknotes have been arrested by police officials in Douala. They were arrested in the Bonaberi neighborhood of the Douala 3 subdivision. They are said to be part of a gang of fake banknotes distributed all the way from Cameroon's political capital city, Yaoundé. Simat Njikangebre tells us more in the following report. It's nightfall in the economic capital of Cameroon, Douala, which marks the end of the day. But security forces from the Mobile Intervention Police Unit, GMI2, are on their way to Bonaberi in the Douala 4 subdivision. In their car, 3 suspects involved in counterfeiting activities. At the residence of these 3 suspects, a thorough search will be done by security forces acting on the instruction of the regional delegate of national security for the littoral region, Raymond Esogo, and the head of the GMI2 unit in Douala. In the house, items like packet of cigarettes, soaps, and groundnuts bought with fake notes are discovered. The mode of operation of these guys is so easy in such a way that when they get into the neighborhood, they tackle the youths and people of a very old age who manage small businesses. They go about buying small articles that will enable them exchange money and do away with good money that belongs to the population. Later, on their return back to GMI2 premises, an attempt will be made to get in contact with the main distributor of the fake banknotes, who is said to be residing in Yaoundé. Tomorrow now? Hello? Yes? Yes, my room up the 10,000. 10,000. Okay. All the way now. Because the latter denied showing up the next day, the 3 suspects will be presented to the public. Their arrest was possible thanks to the collaboration the security forces had from the population. A message is sent to those still in the same business. For those who are still dealing in such activities, we are decided that from now henceforth, we are going to continue this fight to ensure that the flux of counterfeits around the Douala City area is going to come to an end. Still at the Mobile Intervention Police Station in Douala, a 17-year-old lady used as a sale girl by her uncle was also caught with hard drugs. Looking at the age of this lady, she has been used by her uncle, who so happened left her by his selling spot to sell and easy out the influx of marijuana. So we were opportune to get to this spot that has been operating for some time now. So the main dealer is on the run, and we are going to make sure that
is arrested and will answer for all the harm he has been causing around the neighborhood. Reports say her uncle escaped when she was arrested. Security forces are in search of him. And that's where we end this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you for your very keen attention. Have a nice weekend. Nadine Yambo, have a nice weekend. Merci, Formi Armstrong Sanda. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention.